Bonjour à tous, on est très heureux de vous avoir avec nous. Je ne sais pas pourquoi moi j'ai 2 micros et elle n'a qu'un seul micro. C'est la discrimination, nous a-t-elle dit. Mais il y a une explication que je vais donner tout à l'heure. On est très heureux de vous avoir à l'Université de la Jeunesse de l'Institut Free Afrique, la 2e édition. On a eu un très grand succès à partir de notre annonce. Beaucoup de gens ont postulé. On n'a malheureusement pas pu retenir tout le monde. Et beaucoup de gens nous ont dit, mais pourquoi on limite cela à 35 ans? En réalité, nous étions partis pour limiter à 25 ans. Et puis on a eu une discussion à notre sein, et puis on a dit, ok, peut-être que jusqu'à 35, il y en a qui en ont encore besoin. Donc la promesse que nous nous sommes faite, c'est que nous allons ouvrir d'autres sessions avec des modules plus adaptés pour les plus de 35 ans. Qu'est-ce que c'est que cette université de la jeunesse? C'est parti de l'idée simple que, au cœur de tous les défis africains, il y a celui des ressources humaines, mais plus encore, celui du leadership africain. Et quand on parle de leadership africain, beaucoup entendent la question des politiques, c'est vrai, des hommes politiques, c'est vrai, des chefs d'État, c'est vrai. Mais c'est une vision étriquée du leadership. Le leadership, ce n'est pas simplement le premier responsable d'un pays. Le leadership, c'est dans tous les secteurs de la société. Le leadership, c'est dans le secteur culturel. Je vois derrière un grand ami, Aristide Tagmerda, qui est une forme de leadership dans le secteur culturel burkinabé. Le leadership, c'est dans le secteur de l'économie, donc de l'entreprise, y compris privée. Le leadership, c'est à l'université. C'est dans la société, c'est à l'hôpital, c'est dans les terrains de foot, c'est en dehors des terrains de foot pour permettre à d'autres de jouer. Le leadership, c'est partout. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement des gens intelligents, pas forcément plus que les autres, mais qui se dédient à leur communauté, qui se mettent au service de leur communauté, pas seulement pour leur propre nombril, mais leur seul nombril. Il nous a semblé que pour relever ce défi, il était important que Free Afrique prenne sa part en organisant une formation qui donne quelques clés aux jeunes. Notre continent est jeune, notre pays est extrêmement jeune, pour qu'ils puissent construire l'avenir, pour qu'ils puissent être ce que nous souhaitons que nos pays soient, pour qu'ils puissent être ce que nous souhaitons être. Je ne vais pas être long, je veux juste indiquer que c'est la 2e fois que ça se fait. L'année passée, c'était absolument passionnant, absolument éreintant, parce que nous n'avions pas eu de financement l'année passée. Donc on s'est démerdé un peu avec nos maigres moyens, mais c'était absolument sublime. Et il y a des auditeurs de l'année passée, me semble-t-il, qui sont là, qui nous ont aidés à organiser la présente conférence. Cette année, on a le bonheur d'avoir des partenaires financiers, notamment la coopération belge Enabel. Et c'est pour cela qu'ils ont un micro. Ils auraient eu 2 micros s'ils avaient financé la session de Ouagadougou et de Bobo. Leur financement est pour la session de Ouagadougou. Donc, on est très content de cette coopération qui, on espère, est un début. Je veux indiquer qu'une telle activité ne se fait pas avec de l'argent essentiellement. Ça se fait avec des idées, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de générosité, avec des leaders. Le propre des leaders, c'est de ne pas être toujours sous le feu des projecteurs. Donc les leaders qui ont organisé cette affaire ne sont pas sous le feu des projecteurs. Je suis peut-être leur porte-parole et je veux vraiment leur remercier. Remercier l'excellente équipe jeune à Free Afrique qui fait un énorme travail. Ça va les étonner parce que tout le temps je suis fâché, mais c'est pas pour passer de la pommade. Je crois vraiment qu'on a du bonheur d'avoir l'équipe que nous avons. Je veux remercier les jeunes qui nous ont fait confiance pour venir à nous. Je veux remercier nos amis, je veux remercier tous ceux qui ont donné un coup de main pour que cette activité se tienne, pour que cette université de la jeunesse se tienne. Nous croyons à l'avenir de notre pays, nous croyons à l'avenir de l'Afrique, mais ce n'est pas un avenir rêvé en dormant jusqu'à 13 heures, non. C'est le rêve qui nous sort du lit pour aller empoigner la réalité et la transformer au quotidien. Malgré les difficultés que nous avons, nous sommes convaincus que les décennies à venir, l'Afrique peut, l'Afrique doit se redresser pour son propre bonheur
mais aussi pour le bonheur de l'humanité. Merci. Chers partenaires, vous avez la parole. Okay. Merci bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que Dr. Ouedraogo ne s'est pas cité lui-même comme leader. Je pense que c'est un bon exemple pour la jeunesse qu'on peut très bien applaudir. Alors, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ce soir au nom de l'Agence belge de développement au Burkina Faso. Le représentant résident vous passe toutes ses salutations et ses encouragements. Nous avons été approchés par l'Institut Free Afrique qui nous a présenté ce projet. C'est vrai qu'à la base, nous ne l'avions pas identifié comme action partenaire à accompagner, mais au regard de la luminosité de l'idée et de l'importance de la jeunesse pour le développement d'un pays, nous avons dit on va trouver les moyens pour accompagner, ne serait-ce que la session de Ouagadougou, et ensuite on réfléchira ensemble pour voir quelles actions futures est-ce qu'on peut mettre en place avec l'Institut au profit de la jeunesse. La coopération belge à travers l'Agence belge de développement a repris ses activités au Burkina seulement depuis 2015. La coopération s'était retirée et est revenue en 2015. Et pour nous, l'accent est mis sur le développement humain. C'est important pour la coopération belge au Burkina que les ressources humaines, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, puissent avoir les compétences suffisantes, avoir l'engagement suffisant pour accompagner les processus de développement qui sont mis en place dans le pays et aussi être leader, même si on est balayeur de rue, qu'on soit leader dans notre action de balayeur de rue. Donc pour nous, c'est important d'avoir ce type de cadre qui permettent aux jeunes de voir des expériences qui ne sont pas forcément politiques, qui ne sont pas forcément commerciaux, mais qui permettent aux jeunes d'avoir plus confiance en eux. Donc, félicitations à Free Afrique pour cette initiative. Vous avez attendu longtemps, je ne vais pas être longue. Je voudrais encourager les jeunes qui sont là pour ces 10 jours de session. On va essayer de passer plus tard pour aussi échanger avec vous, mais on est intéressé à voir comment est-ce que votre parcours va se poursuivre après ces 10 jours de session. Donc, certainement, avec Free Afrique, on reviendra vers vous pour voir quelles sont les initiatives que vous avez mises en place après ces 10 jours de formation. Cela dit, je ne veux pas être longue. Je vais, avec l'autorisation de toutes les personnalités et de vous, jeunesse du Burkina engagée, déclarer l'ouverture de ces universités de jeunesse pour la session de Ouagadougou. Je vous remercie. Maintenant, j'ai le bonheur de recevoir mon grand complice, le professeur Luc Marius Ibriga, que je vous demande d'applaudir. J'ai une pensée pour quelqu'un avant de commencer l'activité ce soir. C'est quelqu'un que j'ai connu avec le professeur Ibriga, que j'ai lu quand j'étais étudiant. Et je sais qu'il a apporté énormément de choses pour notre pays. Ce grand monsieur de notre culture, de notre université, de l'histoire du pays a décidé de partir le 5 août. C'est un grand homme. Jean-Baptiste Kietga. J'ai été très très heureux de le connaître durant les quelques années récentes. C'était un immense archéologue. Moi, je l'ai connu hors du pays, à travers des historiens qui me disaient « Mais toi, tu es intéressé à l'histoire, vous avez un immense historien chez vous. » J'ai dit « Mais bien sûr, je connais ce qu'ils ont. » Ils ont dit « Oui, en plus, il y a un autre. » Jean-Baptiste Kietga, c'était un archéologue. L'archéologie, c'est l'histoire dure. L'archéologie manque à l'Afrique. L'Afrique est le continent le moins fouillé au monde. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de choses que nous avons sous nos pieds. Nous marchons sur notre histoire. Le professeur Kietga a apporté une grande contribution à notre pays.
Je souhaiterais que nous ayons une minute de silence en ses mémoires, et puis le professeur Ibriga prendra la parole pour qu'on puisse commencer. Professeur, enchanté. Merci beaucoup. C'est véritablement un plaisir pour moi et un honneur d'avoir été invité à modérer cette session inaugurale. Et je dirais une session visant à outiller des jeunes pour qu'ils prennent en main leur destin. Et c'est là l'élément important, car il ne s'agit pas d'instrumentaliser les jeunes ou de se gargariser du slogan selon lequel les jeunes sont l'avenir du pays, sans leur donner les moyens de prendre leur destin en main. Ce travail qui est fait depuis l'année dernière et qui se poursuit cette année ne s'arrête pas à cette université de la jeunesse. Il y a un travail de fond, un travail foncier qui est fait par Free Afrique et qui touche à notre connaissance de nos réalités et de la manière de les maîtriser. Je voudrais, avant que nous puissions commencer, vous annoncer que M. Rassablega sera ce dimanche, à dimanche politique de Omega FM, de 9h10 à 12h, à 10h plutôt, et il va parler de l'économie politique des mines. Free Afrique a fait un travail immense sur le secteur minier et ce sera l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore eu ce retour de cette étude d'avoir un certain nombre d'informations sur cette question. L'histoire est une question importante. On dit souvent, regardez le passé pour connaître le présent et imaginer l'avenir. Voilà pourquoi ce soir, nous allons réfléchir ensemble sur la situation de notre continent. Nous utilisons des expressions sous-développées, développées, en voie de développement, et parfois nous ne mesurons pas la portée de ce que nous disons. Ce soir, le docteur Rassablega va nous permettre d'aller plus en avant dans la connaissance de ces phénomènes de développement et il s'interroge et il pose une question fondamentale. Pourquoi l'Afrique est-elle sous-développée? La question semble demander une réponse qui paraît évidente. L'Afrique est sous-développée. Mais cette question est importante parce qu'il faut que nous posions cette question pour connaître les causes et essayer de trouver les remèdes. Voilà pourquoi, sans tarder, je vais lui passer la parole pour qu'il vous entretienne sur cette problématique. Pourquoi l'Afrique est-elle sous-développée? Merci, professeur. Je vais commencer par... J'aurai beaucoup de références à citer, de livres, d'auteurs. En tant que chercheur, c'est comme cela que ça doit se faire. Mais je vais utiliser une source pour commencer qui est très inhabituelle. Je vais citer des références sur Facebook. Saluka Bourema sera très étonné parce que mon petit frère me tanne de monter sur Facebook. Je dis non.
Donc je voulais lui montrer que je dis quand même ce qui se passe sur Facebook. Et que ça peut m'inspirer. Alors, quand notre collègue a publié l'affiche de la conférence, il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui s'appelle Amadou Plus dans son pseudo, qui a réagi en disant « Bonsoir, je préfère le thème « Comment sortir l'Afrique du sous-développement ». Et puis il y a une série de réponses à ce monsieur. La première réponse nous vient de Bayala Ladou qui lui dit « Le pourquoi d'abord et le comment sera la suite logique ». Et lui dit « Bonsoir ». Un autre qui renchérit pour dire « Il faut d'abord savoir pourquoi l'Afrique est-elle sous-développée avant d'aborder le thème que tu proposes ». En parlant donc à Amadou Plus. Et un autre qui dit, pour trouver la solution, il faut voir les causes, sinon les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Et puis il y a une amie, je la reconnais, qui dit, mon frère, c'est pas mieux, vous allez aller organiser votre conférence. Ça c'est Facebook ça. Et la dernière est la meilleure. L'auteur du premier post dit, merci pour vos conseils. Je reconnais mon erreur. Je demande votre indulgence. Je ne recommencerai plus. J'ai trouvé cela génial. En réalité, le titre de la conférence n'est pas celui-ci. Celui qui a été donné, c'était vraiment pour faire accrocher le vendeur. Le titre exact de la conférence, c'est « De l'origine de la crise de l'humanité en Afrique et des voies de l'invention de l'avenir ». Moi, je n'aime pas beaucoup parler de sous-développement, même si je vais en parler ce soir. Je parle de crise de l'humanité plutôt que de sous-développement. En d'autres termes, la condition difficile de l'humain sur le continent, donc de l'origine de la crise de l'humanité et les voies de l'invention de l'avenir en Afrique. Je vais dire 2 choses. La première série de choses, ça sera donc pourquoi l'Afrique est sous-développée, si elle l'est. Et la seconde série sera les voies de l'avenir. Que faire? Mais avant, il faut un propos préliminaire. C'est le propos de questionnement lui-même. Est-ce que l'Afrique est-elle sous-développée? Et pour cela, le propos préliminaire, c'est d'abord commencer à dire qu'est-ce que le développement? Il y a des photos qui circulent sur des agendas, dans des bloc-notes, dans des flyers d'une banque qui a fait une série de publications il y a quelques années sur l'Afrique en 2030. Et dans cette série de publications, la Banque de l'Afrique voulait donc, c'est comme ça qu'elle se fait appeler, voulait donc montrer que l'avenir était tout à fait brillant pour l'Afrique. Et elle a imaginé des photos de l'Afrique en 2030. Je pense qu'il y a 5 ans, donc, l'Afrique, 15 ans dans les 15 ans à venir. Ce qui m'a frappé dans cette série de photos, que j'ai vues il y a plusieurs années, mais je reste toujours là-dessus, c'est que leur rêve de l'Afrique de 2030, c'est de grands immeubles, c'est des villes, des buildings massifiés et tout. Il y a très peu de verdure. Du reste, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup d'humains sur la photo, mais en tout cas, c'est ça l'avenir. On peut avoir une conception que je vais appeler occidentalo-centrée du développement, qui consiste à considérer que le développement, finalement, c'est le développement comme l'Occident. Et le développement, c'est l'apanage de l'Occident, d'où les immeubles, d'où les villes, essentiellement les villes, d'où les machines, d'où les supermarchés, d'où la société de consommation qui symboliserait donc le développement. En réalité, le mot développement lui-même est beaucoup plus récent. Il date du discours de Truman. Le développement consacré à l'avenir des pays, c'est le président Harry Truman, dans son discours d'investissement en 1949, qui le déclare comme tel, comme politique économique également. Pour les économistes, le développement, c'est 2 choses. C'est une croissance soutenue. La croissance, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'augmentation de la valeur ajoutée. Quand on ajoute de la valeur d'une année à une autre, cette croissance s'appelle la croissance économique. Et cette croissance doit être soutenue. Donc, c'est une valeur ajoutée continue, soutenue,
Première chose. Et deuxième chose, qui s'accompagne d'une mutation des niveaux de vie, des standards de vie, mutation qualitative et massive qui concerne la majorité, pas la minorité, qui concerne la majorité de la population. C'est comme cela que c'est dit le développement. Donc le développement, ce n'est pas simplement des infrastructures, mais c'est aussi une transformation sociale, c'est du progrès social distribué de façon relativement démocratique. Et si je veux donner une référence d'un économiste, Amartya Sen, un grand philosophe, économiste également, Amartya Sen, pour Amartya Sen, le développement, c'est l'augmentation des libertés. Les libertés de choisir, les libertés pour l'alimentation, les libertés civiles, mais aussi économiques, la liberté de choisir son boulot, son logement, ainsi de suite. Tout ça, c'est le développement. Et pour mon maître, le professeur Joseph Kizerbo, le développement, c'est la multiplication des choix. Quand on a plusieurs choix, quand les choix sont de plus en plus multiples, c'est qu'on est en train de se développer. Et la petite anecdote, c'est que c'est Kizerbo qui raconte cela. Il a fait une conférence un jour sur le développement. Et à la fin de la conférence, il dit qu'il y a un jeune qui est allé du fond de la salle pour le voir au pupitre. Il lui a dit, mais professeur, vous parlez beaucoup de développement. Ce n'est pas ça que nous on cherche, hein. C'est le bonheur que nous on veut. Donc pour dire que, en d'autres termes, le développement, c'est aussi le bonheur, même s'il est beaucoup plus difficile à mesurer, même si, évidemment, la mesure que les économistes ont, qui est le PIB par tête, un ensemble d'indicateurs comme ça, c'est des mesures faciles, mais qui ne peuvent pas traduire la complexité du bonheur de l'être humain, a fortiori d'un peuple. Si on considère le développement comme tel, les économistes vous diraient, évidemment, la majorité des économistes, évidemment que l'Afrique est sous-développée. Parce que son PIB par tête, sa richesse moyenne, est beaucoup plus faible que celle des autres dans le monde. Mieux, son indice de développement humain, sur l'indice de développement humain, les pays africains sont dans le dernier wagon. Mais moi, je me méfie beaucoup de ces comparaisons parce qu'il y a des chercheurs qui montrent de plus en plus que les PIB africains sont très mal mesurés. Par exemple, le Ghana et le Nigeria ont fait une révision de leur comptabilité nationale qui a permis de voir que le PIB du Ghana était sous-estimé de 30%. Voilà. Mais, dans tous les cas, on peut imaginer d'autres critères. Je veux, avant d'arriver à mes critères, vous rappeler cette chanson, quand moi j'étais au lycée, de ZS qui disait « Dans mon village, on n'est pas développé, mais seuls les fous mangent et dorment dehors ». Donc, comme pour dire, nous on n'est pas développés, mais en tout cas, nos fous ne mangent, seuls les fous mangent et dorment dehors. Je me souviens que quand on a dit ça, quand on arrive à l'université, quand il a dit ça, mon grand complice, Sano David, a dit « Mais ZS, il raconte n'importe quoi, il n'est pas venu à l'université de Ouaga ». Sur le terrain d'abord, il y avait des petits-enfants qui dormaient là-bas. Ils ont dit, ce n'est pas seulement les fous et les mendiants qui dorment dehors, il y a aussi des enfants qui dorment dehors. De sorte que ceux qui pensent ça vont dire, mais bien entendu qu'on n'est pas sous-développé. L'Afrique, c'est l'Afrique des solidarités, l'Afrique du bonheur, l'Afrique du village, de la nature reine, l'Afrique du bio, du propre, l'Afrique des belles cultures. Tout ça est relativement vrai. Mais il faut bien qu'on se rende compte qu'y compris la culture a besoin d'infrastructures économiques. La culture sans puissance économique dérive en folklore. Donc la question de l'économie n'est pas une simple question, c'est une question importante. D'autres diraient qu'on ne peut pas dire que l'Afrique est sous-développée parce que c'est facile, ça, c'est une manière de nous comparer toujours aux autres, aux Blancs, et l'Afrique est vue donc comme un objet là qui malfonctionne par rapport à une norme qui est la norme occidentale. Ça, c'est Mamadou Diouf qui le dit, l'historien sénégalais. De sorte que le développement est vu comme une sorte d'occidentalisation du monde, ils nous mettent en garde. Ce n'est pas faux, mais il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans l'autre extrême, qui consiste à essentialiser l'Afrique sur le folklore. À dire que finalement, nous, on n'a pas besoin de bien, nous, on est des Africains, on est heureux, on est solidaires. C'est une conception très folklorique de l'Afrique. Kizerbo dit « Nous ne sommes pas en retard, parce que nous ne sommes pas sur les mêmes rails que les autres. » Pour nous mettre en garde, donc, sur l'idée de nous comparer aux autres. Mais il dit aussi, Kizerbo, que si on nous dit que nous sommes développés, on nous ment.
on nous ment lourdement. Donc il faut faire attention à ne pas faire de l'afro-pessimisme qui est nourri de comparaisons biaisées, qui est nourri de comparaisons eurocentrées, de rapports soi-disant scientifiques, mais qui sont des rapports de femmes fumistes, sur le continent, comme ça a été hier, comme aujourd'hui. En même temps, il faut éviter également l'afro-optimisme du déni. L'afro-optimisme du déni, c'est ce que j'appelle la lévitation poétisante, c'est-à-dire sur un continent où la misère existe quand même. Non, on se lève en lévitation, on dit non, tout est beau ici, nous sommes beaux, nous sommes heureux, nous sommes ci, nous sommes ça, et on dénie la réalité. L'afro-pessimisme, comme l'afro-optimisme que je viens de décrire, ont quelque chose en commun. Ils sont tous les deux irrespectueux de la réalité du fait social réel. Il faut donc qu'on quitte ces deux extrêmes. Je veux que nous convenions que l'Afrique est sous-développée pour aller vite. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles. La première est qu'en général, en Afrique, notre espérance de vie est bien plus basse qu'ailleurs dans le monde. J'ai regardé les chiffres. La zone euro a une espérance de vie en 2017 de 82 ans. La zone Afrique subsaharienne a une espérance de vie de 61 ans. Ça veut dire en gros que nous vivons en gros plus de 20 ans de moins que les Européens. Ça veut dire en gros qu'en moyenne, la vie d'un Africain au sud du Sahara est amputée d'une génération comparativement à celle d'un Européen. Comment on peut imaginer dans ces conditions qu'on puisse pinailler sur le fait que la condition humaine est difficile chez nous? Deuxième indicateur pour moi, c'est que au quotidien, hier encore, vous avez appris tous ces jeunes migrants qui sont morts au large de la Mauritanie. Il y a eu un seul qui a été sauvé sur la quarantaine. C'est un festival macabre quotidien. Vous ne pouvez pas être crédible en disant sur un continent où autant de jeunes fuient. On peut expliquer pourquoi. Y compris dans les conditions les plus épouvantables. Vous ne pouvez pas dire, parce que vous êtes dans votre consort de votre bureau pour dire, vous savez, tout ça est relatif. Hein. Ce n'est pas relatif. C'est un fait majeur. L'humanité est en souffrance sur notre continent. Je veux donc qu'on retienne cela, que l'Afrique est sous-développée par rapport à elle-même, par rapport à ses potentialités, par rapport à son histoire. Parce qu'on a eu fait mieux, on a eu fait plus, mais aujourd'hui nous ne sommes pas dans le mieux, nous ne sommes pas dans le plus. Je vais finir ces propos préliminaires par deux choses. La première, c'est de rappeler le mot de mon maître, Kizerbo, qui dit ceci dans le message à la jeunesse africaine. L'invocation par nous du passé seul, du passé simple, ne prouve rien pour le présent et l'avenir. L'invocation par nous du passé seul, du passé simple, ne prouve rien pour le présent et l'avenir. Alors que la convocation d'un présent médiocre ou calamiteux, comme témoin à charge contre nous, peut mettre en doute notre passé et mettre en cause notre avenir. Deuxième chose pour en finir, c'est une chose double. Je veux que nous convenions, donc, que le développement et le progrès économique, accompagnés du progrès social, du renforcement des libertés, de la multiplication des choix, que le développement en réalité doit conduire au bonheur, même s'il est extrêmement difficile à mesurer, que être développé ne veut pas dire être occidental, et j'ai dit une double chose. La deuxième chose, c'est que l'Afrique connaît une crise de l'humanité. La condition humaine y est, par certains aspects, très épouvantable, et aucun humaniste ne peut de façon crédible occulter la réalité d'une humanité amputée d'une génération, de vie amputée d'une génération. L'Afrique est donc sous-développée par rapport à elle-même. Alors, premier temps du propos maintenant, après ces propos préliminaires, pourquoi l'Afrique est donc sous-développée?
Cette première partie aura deux parties. La première partie de la première sous-partie, c'est ce que j'appelle les arguments classiques. Qu'entendons-nous à la télévision, sur les postes radio, dans les universités, dans les centres de recherche, dans les familles, à l'occasion des discussions? Nous entendons un premier argument, qui est l'argument de Mary Africa, en d'autres termes, l'Afrique des temps glorieux, des temps ancestraux. En gros, tout était tellement bien avant, c'est la colonisation qui a mis le feu à notre paradis. C'est pour ça qu'on est sous-développé, parce que la colonisation a mis le feu à notre paradis. Et cette Afrique glorieuse, c'est l'Afrique de la convivialité, nous dit-on, le bonheur sans quoi, la fusion totale avec la nature. C'est de l'angélisme historique. Ça n'a jamais existé ici, ça n'a jamais existé nulle part. L'Afrique a connu d'excellentes pages de son histoire hier, des pages succulentes. Mais elle n'a pas connu que des pages succulentes, comme personne d'autre dans l'histoire de l'humanité n'a connu que des pages succulentes. Le paradis éternel passé est faux. De même, l'enfer éternel qu'on nous présente également est faux. Ça, c'est un argument qui ne tient donc pas. Deuxième argument qui est un peu proche de celui-ci, c'est l'argument de l'impérialisme et de l'impact de l'extérieur, qui est très fréquent chez les jeunes. Que disent cet argument? Il dit, c'est l'esclavage. La traite arabo-berbère et musulmane qui a duré des siècles, la traite atlantique qui a été épouvantable, qui nous a chosifiés comme jamais, tout ça est vrai, qui a eu une ponction de dizaines de millions d'hommes sur 3-4 siècles. Je vous renvoie aux travaux de Patrick Manning, qui est un excellent historien de l'Afrique, de l'université de Pittsburgh, qui était un ami de Kizerbo et qu'on a eu le bonheur de recevoir ici à quelques reprises. Je vous renvoie aux travaux de l'excellent économiste béninois, mon ami Léonard Wachenkon, qui a fait un travail avec un autre chercheur qui montre ceci en gros, que la confiance interpersonnelle aujourd'hui, la confiance intracommunautaire aujourd'hui dans les sociétés d'aujourd'hui en Afrique est plus faible dans les sociétés africaines qui ont connu 3 siècles, 4 siècles en arrière l'esclavage. En d'autres termes, que l'esclavage a détruit la confiance au sein des sociétés africaines. C'est un argument. Et qui fait donc que le taux de société anonyme qui est très petit peut être aussi mis en lien avec cela. La société anonyme, c'est une capacité à se faire confiance et à se mettre ensemble. Donc, c'est l'argument de l'esclavage. C'est aussi l'argument de la colonisation. La destruction des sociétés africaines par les colons, les institutions africaines, comme le dirait Césaire, des hommes à qui on a appris savamment, durablement, la servilité. Et pour parler comme Rodney, l'historien Walter Rodney, qui a écrit un livre, je pense en 1964, dans lequel il explique comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Donc c'est très clair que pour ces arguments-là, c'est l'extérieur qui est en cause, et l'extérieur continue avec le néocolonialisme. Les jeunes, c'est très fréquent chez vous, ça, n'est-ce pas? C'est un recyclage des théories dépendantistes. Les théories dépendantistes, c'est des économistes comme Samir Amin, l'Égyptien, l'immense Égyptien qui nous a quittés, et Raoul Prebisch et d'autres, qui expliquent qu'en gros, il y a une sorte de périphérisation de l'Occident et des sociétés africaines, mais pas seulement par l'Occident. En d'autres termes, l'Afrique a été phagocytée dans un jeu où on l'a mis à la périphérie pour servir un centre, pour bénéficier à un centre qui est l'Occident. Cet argument de l'impérialisme et de l'impact de l'extérieur est vrai. Mais il n'est vrai qu'en partie. Il n'explique pas tout. Pourquoi? On peut donc se demander, ok, pourquoi depuis que la traite est terminée maintenant, vous n'avez pas empoigné le développement? Pourquoi depuis que le colon est parti maintenant, vous n'avez pas empoigné le développement? Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas un terme au néocolonialisme? Donc il faut aller plus loin. Pourquoi d'autres ont pu se sortir de la colonisation et du néocolonialisme ailleurs et pas nous? Mieux. Pourquoi, y compris sur le continent, certaines sociétés s'en sortent mieux que d'autres?
Je vais parler de l'Éthiopie, je vais parler du Rwanda aujourd'hui, je vais parler surtout du meilleur exemple africain pour moi, le Botswana, le meilleur succès économique et démocratique du continent. Pourquoi ils s'en sortent et pas les autres Africains? C'est donc dire que cet argument n'est pas suffisant. Troisième argument, c'est l'argument de la géographie, qui a plusieurs variantes, qui dit, en gros, c'est la faute à la nature. Les États africains sont très proches de l'équateur et cette proximité avec les tropiques crée des écosystèmes dans lesquels les maladies sont très fréquentes. Le palu, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la nature qui a fait le problème. En réalité, si on regarde bien cet argument, il ne pèse pas très lourd. Pourquoi? Moi, je ne suis pas convaincu que le Burkina est plus défavorisé par la nature que le Canada. Quand on peut y faire moins de 10 degrés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans l'année. C'est un argument très fragile, parce que d'autres s'en sont sortis dans des géographies bien meilleures, dans des géographies bien pires en fait. Il y a une autre variante de cet argument qui dit c'est l'enclavement. Il y a trop de pays enclavés en Afrique, la fragmentation du sous-continent africain est très forte par rapport aux autres parties du monde. Il y a une cinquantaine d'États en Afrique, c'est trop pour ce continent comparativement à d'autres parties du monde. Oui, mais on connaît aussi des petits pays qui s'en sortent, qui n'ont pas accès non plus à la mer. Il y a un autre argument de type géographique qui reprend l'argument de l'écologie en le remettant dans notre sens pour dire, en fait, c'est précisément parce que la nature a été trop généreuse. Ce n'est pas cette fois-ci qu'elle est pénible, mais c'est parce qu'elle était trop généreuse. Elle a donné tout au Congo, tout, à la Guinée. C'est pour ça qu'ils sont paresseux. Ok, le Canada a aussi eu beaucoup de choses. Les États-Unis sont aussi pleins de ressources naturelles. La Norvège également. Tous les pays que je viens de citer sont plus dotés que le Burkina Faso. Donc cet argument également de la malédiction des ressources ne tient pas. Parce qu'en définitive, c'est la capacité des peuples à convertir les ressources naturelles en capital humain, en développement humain qui est en cause. Et cette capacité, on l'a connue, y compris chez nous. Sous Kanka Moussa, lors du Mandé, servait plus le Mandé que sous Ibeka aujourd'hui au Mali. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut tenir aussi l'argumentaire. Il y a une série d'arguments, quatrième famille d'arguments, c'est les arguments institutionnels. C'est les arguments à la mode en économie. Ce sont des arguments très sérieux qu'il faut regarder de façon très sérieuse. Que disent ces arguments? Un immense économiste, Douglas North, écrit en 1990 un livre majeur dans lequel il explique que les institutions, en gros pour les économistes, c'est les règles de jeu d'une société. Les règles de jeu. Ce n'est pas la haute cour, non, ce n'est pas les règles de jeu. Si un pays est plutôt travailleur, la règle de jeu c'est d'être travailleur. Si un pays est plutôt dans la paresse, la règle de jeu est cela. Si un pays est plutôt pour la polygamie, c'est la règle de jeu. Si un pays est plutôt pour la parenté à plaisanterie, ce sont les règles de jeu. Il parle de la persistance des institutions. En d'autres termes, les règles de jeu durent dans le temps, persistent dans le temps. Et les institutions sont décisives pour expliquer le succès économique. En gros, là où il y a du sous-développement, c'est là où les institutions ont été mal organisées et en conséquence créent de mauvais choix de politique économique. Et là où il y a du développement, c'est là où les institutions sont bonnes. Et il y a un papier très célèbre en économie, celui de Acemoglu et Johnson et Robinson de 2001, qui est peut-être le papier le plus célèbre écrit par un économiste, par des économistes les 50 dernières années, qui reprend cet argument en disant ceci. En gros, pour monter la version africaine, l'Afrique est sous-développée parce qu'elle a hérité de mauvaises institutions de la colonisation. La colonisation, quand elle est arrivée en Afrique, elle n'a pas trouvé des conditions favorables dans plusieurs sociétés africaines pour s'installer le colon, parce que les conditions climatiques ne lui étaient pas favorables, pour s'installer et donc pour y vivre, comme par exemple en Afrique du Sud, où le colon est resté durablement. Et comme on n'y a pas trouvé des conditions géographiques conformes à
à ses possibilités de vivre dans un confort, elle n'y a pas mis de bonnes institutions, elle a mis des institutions de pillage pour piller les ressources là-bas, et ces institutions ont persisté dans le temps. Cela explique donc, de leur point de vue, qu'il y a de la corruption endémique, il y a du clientélisme qui explique le sous-développement de ce pays. C'est un argument très sérieux, auquel je crois qu'il faut donner du crédit en partie. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres critiques de cet argument. La première est celle d'historiens de l'histoire, notamment Hopkins, qui explique que ces économies des institutions font ce qu'ils appellent la contraction de l'histoire. Ils ne regardent l'histoire africaine, pour revenir au cas africain, que sous l'angle du colon occidental qui est arrivé, quand il est arrivé et quand il est parti. En d'autres termes, ils n'étudient pas les sociétés antécoloniales, les sociétés qui existaient en Afrique avant la colonisation. Dieu seul sait que l'histoire de l'Afrique est la plus longue de l'histoire de l'humanité, puisque l'être humain est né en Afrique, comme vous le savez. Donc ça montre que ce n'est pas si exhaustif que ça. Mais surtout, ces travaux ne nous disent pas comment on change les institutions. Comment on peut les changer, comment on peut créer de nouvelles institutions pour permettre que les institutions puissent servir le développement. Parce qu'en creux, de façon implicite, l'argument des institutions considère que les institutions sont plus ou moins statiques, ne changent pas. Or, dans la longue durée, les institutions changent. Donc, si on a hérité de mauvaises institutions, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi on n'en a pas créé de nouvelles. Une autre famille d'arguments, c'est l'argument de la culture, qui dit en gros ceci: c'est parce que les Africains ont une très mauvaise culture. Ils ont une culture, leur culture est anti-développement. Ils ont trop d'hétérogénéité ethnique en leur sein, il y a trop de diversité, 62 ethnies, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est parce que les Africains sont dans une culture qui n'est pas portée vers la transformation de la nature, qui est portée vers l'amour avec la nature. Oh, l'arbre, c'est notre ancêtre. Oh, la chèvre, c'est notre ancêtre. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le discours de Dakar de Sarkozy. Et Philippe Hugon, qui a écrit un livre sur l'histoire de l'Afrique, écrit ceci: l'irrationalité économique expliquerait l'absence de priorité donnée à l'acte économique par rapport aux activités ludiques et symboliques. On a trouvé la solution, les Africains sont irrationnels sur le plan économique. Ils sont tout à fait irrationnels. À sa décharge, il le emprunte la citation à quelqu'un d'autre. Il y a une version plus élaborée de cela, on le doit à un de nos compatriotes camerounais, qui s'appelle Daniel Etunga Mangel, qui était un cadre camerounais à l'époque, dans les années 90, qui a sorti un livre qui s'appelle « L'Afrique a-t-elle besoin d'un ajustement culturel ?» Et il dit ceci: les Africains vivent dans une soumission totale à l'ordre divin. Ils refusent la tyrannie du temps, qui pousse sans relâche les Occidentaux vers l'avant. Ils ont toujours accepté un pouvoir et une autorité invisible, fondée sur le naturel. La communauté prévaut à leurs yeux sur l'individu. Ils s'adonnent à une convivialité excessive. Voilà, c'est trouvé. C'est parce qu'on est trop convivial. Ils sont de nature épidermique. Ils évitent tout conflit ouvert. La notion d'investissement leur est aussi étrangère que celle d'un accroissement de la production. En fait, la société africaine sera à la fois cannibale et totalitaire. J'espère que vous avez pris votre bouchée d'humain avant de venir. C'est un argument d'un Africain. Il faut y répondre. Pour faire court, c'est un argument qui n'a rien à voir avec la réalité. Parce que si c'est cela, comment expliquer les hauts faits civilisationnels de l'Afrique, y compris l'Égypte antique avec les grandes pyramides, y compris les villes sublimes comme Benin City, y compris des succès économiques majeurs comme le califat de Sokoto, je reviendrai là-dessus. Si les Africains étaient si irrationnels avec l'économie, étaient si portés vers la nature, rien que la nature, pourquoi le colon, le projet colonial, a-t-il eu besoin d'écrire des lois pour interdire ou discriminer les Africains dans le commerce? Parce que les commerçants Aoussa, Djoula, Mossi, Bamileke étaient tellement ingénieux
que même pendant la période coloniale, les hommes d'affaires de la métropole qui étaient sur le continent ne pouvaient pas les concurrencer. Donc il fallait faire des lois pour les écarter des secteurs d'activité. Donc c'est pour montrer que ce n'est pas un argument sérieux. C'est un argument sérieux, comment on peut expliquer nos faits civilisationnels, comment on peut expliquer notre contribution immense à l'histoire de l'humanité. En réalité, cet argument n'est pas seulement pour les Africains, il faut le savoir. J'ai lu un rapport exceptionnel de la Banque mondiale, je ne sais plus l'année, qui indiquait, je pense dans les années 53, que la Corée du Sud n'allait jamais s'en sortir. Qu'ils sont paresseux, qu'ils ont une culture anti-développement. Un rapport de la Banque mondiale. Que d'autres comme Taïwan, de par leur ouverture, leur influence sur d'autres, peut-être. Et Dieu sait aujourd'hui que la Corée est dans le peloton peut-être des 12 nations les plus puissantes. Et vous avez vu à l'occasion de la pandémie de la Covid que la Corée a des moyens technologiques incomparables aux sociétés européennes, à part l'Allemagne. C'était les mêmes arguments servis à la Corée. Comme pour dire donc que ces arguments de la culture se retournent parce qu'aujourd'hui, les mêmes institutions vous disent c'est parce que les Coréens sont très sérieux. Ils éduquent très bien leurs enfants, ils ont un rapport à l'éducation qui est un rapport quasi mystique. C'est pour ça qu'ils s'en sortent. C'est le même argument qui avait été servi contre la Chine en 1940 et qui est réinversé pour expliquer pourquoi la Chine s'en sort. Ce ne sont pas des arguments sérieux, mais il faut les connaître pour ne pas en être mystifié. Je vais présenter un dernier lot pour faire une 6e famille d'arguments. Qu'est-ce que j'appelle l'argument du manque d'expertise? Cet argument, vous l'entendez à la télévision nationale tous les jours. C'est l'argument des partenaires techniques au développement. FMI, Banque mondiale, OMC, ce sont les bailleurs de fonds. Sankara disait ces hommes dont le bâillement, comme s'il y a des hommes dont le bâillement suffirait à insuffler le développement. Qu'est-ce que c'est que cet argument? Cet argument dit en gros, écoutez, vous êtes les tard venus, vous n'y connaissez rien, nous on a fait le chemin, on a développé depuis 2 siècles, écoutez-nous, on va vous dire comment on fait. Donnez-nous la main, on vous aime, on va vous montrer le chemin. Ce qui est très curieux, c'est que ces institutions en particulier n'ont jamais développé un seul pays dans le monde depuis qu'elles existent. Ça n'existe pas. FMI pour dire waouh, ça n'existe pas. Donc il n'y a aucun précédent de succès, mais c'est pourtant ces institutions qui triomphent dans nos pays. C'est tout à fait paradoxal. Ça explique donc pourquoi on est sous-développé. Je vais revenir là-dessus plus tard. Bien au contraire, dans l'histoire du développement, les pays qui s'en sont sortis ont fait le contraire de ce que ces institutions ont dit de faire. C'était notamment la Corée. Quand on demandait aux Sud-Coréens de libéraliser ainsi de suite, ils ont dit ok, c'est très bien, nous on continue notre chemin. Mieux, ces institutions ont une grande responsabilité dans plusieurs échecs, y compris sur le continent avec les programmes d'ajustement structurel. Si vous prenez les indicateurs de développement économique et de développement social en Afrique, des années 60 et 70 en moyenne, vous les comparez aux indicateurs de développement en Afrique des années 80 et 90, donc la période où les politiques économiques étaient essentiellement orientées par les Africains, et la deuxième période où les politiques économiques étaient sous l'influence des institutions de Bretton Woods, la deuxième période est médiocre à tout point de vue, à tout point de vue. Mais nous ne le savons pas assez. Donc c'est un mensonge que l'expertise. Il n'y a pas d'expertise du développement qui soit hors d'un peuple. Parce qu'il n'y a pas de développeurs. Comme le dit mon maître, les développeurs sont des développementeurs. Il n'y a pas de développeurs en dehors d'un peuple. Un peuple se développe, on ne développe pas, on se développe. Je vous raconte cette histoire, cette anecdote que j'ai enregistrée dans une conversation avec un ancien conseiller économique du président Sankara, qui a été aussi conseiller économique de Blaise, qui me raconte ceci. Je pense que c'était en 1984 ou 1985, un expert du FMI débarque à Ouagadougou, fait toute sa tournée, il va évaluer tout, et avant de partir, le lendemain de son départ, va voir le président Sankara qui le reçoit avec les conseillers, Sankara qui le reçoit très bien et tout, et il s'assoit, il croise les jambes,
t'es un petit fonctionnaire de Washington, mais croise les jambes de le président Sankara et puis il dit, bon, écoutez, j'ai regardé tout, c'est pas ce qu'on va faire. Sankara lui a dit, non, voici ce qu'on va faire. Il dit, non, non, c'est pas ce qu'on va faire. On va arrêter votre histoire de bataille du rail, là, vous arrêtez ça, vous arrêtez ça. Bon. Et puis il dit, voici ce qu'on va faire. Et le conseil de Sankara me dit qu'ils étaient là en se demandant, qu'est-ce qui va arriver à ce monsieur? Et donc, Sankara l'écoute calmement, et quand il continue sa tirade, d'un coup, le président Sankara se met debout, et donc tout le monde se met également debout. Et il dit, monsieur, vous quittez la Haute-Volta, ou le Burkina Faso à l'époque, tout de suite. Vous quittez notre pays, on l'a pris la présidence, on l'a mis dans son avion, elle est partie. Qu'est-ce que je veux dire en gros? Que ces 6 familles d'arguments, pour certaines, contiennent des vérités, mais seulement des demi-vérités. Et il faut avoir peur des demi-vérités, elles sont plus dangereuses que les mensonges. Parce que les demi-vérités ont leur part de vérité qui est séduisante. Donc on peut les avaler sans exercer contre elles la rigueur critique. Par exemple, quand on vous dit que la question du dépeuplement de l'Afrique avec la traite des négriers a un impact sur le développement de l'Afrique, c'est évident. Que la colonisation ait détruit les institutions africaines, c'est évident. Qu'en conséquence, elle ait contribué au sous-développement, c'est évident. Mais ces arguments ne sont pas suffisants pour expliquer notre situation. Ces arguments ont plusieurs caractéristiques communes. Une partie de ces arguments est ce que j'appelle autrui demiurge de nos malheurs. Tout le monde adore ça. Tout le monde adore dire que mon problème, c'est l'autre. Donc c'est ça. Quand on dit que c'est les autres qui nous ont sous-développés, c'est facile parce que vous dormez bien le soir. Ce n'est pas vous qui êtes en cause. Mais la plupart de ces arguments a également ceci de commun que ce sont des arguments ahistoriques. En d'autres termes, c'est des arguments statiques qui regardent le Burkina Faso aujourd'hui comme étant quelque chose du granit. Ça ne bouge pas. Et donc on peut dire que c'est la géographie qui a fait que le Burkina est sous-développé, c'est le climat qui a fait que le Burkina est sous-développé. La géographie, on va la changer. Donc c'est des arguments qui disent, c'est fini, hein, c'est foutu. C'est la providence. Quand Dieu va venir ramasser la terre pour refaire, priez pour qu'il vous mette ailleurs. Ou bien ceux d'entre vous qui peuvent partir, fuyez l'enfer. L'argument de la culture, c'est la même chose. Si c'est votre culture qui est mauvaise, que êtes-vous sans votre culture? Zéro. Ça ne veut pas dire que dans votre culture, on n'a pas d'effort à faire pour dépasser certaines conceptions, ainsi de suite. Mais que êtes-vous sans votre culture? Vous n'existez pas. L'argument institutionnel peut être vu comme un argument pas tout à fait statique, mais même là encore, il n'est pas tout à fait dynamique, puisqu'il ne considère pas le changement institutionnel dans le temps. Ces arguments métastructurels, j'ai envie de dire des arguments immanents, c'est-à-dire c'est d'ordre de l'immanence, c'est comme ça. Or, quand on regarde sur les 50 dernières années, ces arguments étaient partagés par d'autres qui ont quitté le lot. Et aujourd'hui, il y a des Africains, comme l'Éthiopie, comme le Botswana, qui sont en train de quitter le lot pendant que ces arguments demeurent. Une autre caractéristique de ces arguments, c'est que ce sont des arguments non prométhéens. Je m'explique. Prométhée, c'est le Dieu, c'est la conviction que l'humain peut changer son destin, on va dire, dans la cosmogonie. Ces arguments expulsent le génie humain, ne considèrent pas le génie humain. Ils n'imaginent pas que le génie humain peut permettre de creuser un embranchement du fleuve à Ségou, comme ça a été le cas dans l'histoire. Ils n'imaginent pas que le génie humain peut changer la géographie, que le génie humain peut changer les institutions. Ils ne considèrent pas ça. C'est pour cela que ce sont des arguments d'aliénation, en ce sens qu'ils dénient l'existence du génie humain en Afrique. Et encore une fois, même le Japon a connu ces arguments au début. La Chine, même l'Éthiopie, la Corée, ainsi de suite, ont connu ces arguments. Donc, ces arguments ne disent pas tout de notre situation. Pourquoi donc la condition humaine en Afrique est-elle si épouvantable par certains aspects? Je dois être un peu plus court pour finir cette première partie, notamment sa deuxième sous-partie, qui est donc les leçons de l'histoire économique, de la théorie et des expériences de développement. Pour faire court,
En réalité, ce n'est pas trop compliqué à expliquer. C'est parce que les politiques économiques ont été mauvaises. Aussi simplement que cela. Parce que quand nous avons changé les politiques économiques, y compris sous Sankara, nous avons pris une bonne direction. C'était la même géographie, vous êtes d'accord? C'était le même climat, c'était aussi la même culture qu'on était en train de changer aussi. Donc il faut revenir aux politiques économiques. Les politiques économiques sont de mauvaise qualité. En particulier les politiques économiques que nous avons adoptées depuis les 30 dernières années, les politiques néolibérales, qui détruisent l'État africain. L'État est indispensable pour le développement partout dans le monde. Pas pour faire tout, mais pour faire ce que d'autres ne pourront jamais aussi faire bien que lui. Notamment la sécurité publique, notamment l'accès universel à l'éducation, notamment le protectionnisme pour soutenir le secteur privé local. L'État est indispensable. Or, les politiques néolibérales ont foutu notre État en l'air. Le secteur privé local est décisif. Il n'y a aucun pays qui s'est développé à marge de son secteur privé. Ça n'existe pas. Or, les politiques néolibérales nous disent il faut ouvrir toutes les frontières, ce n'est pas grave. Quelqu'un veut cultiver le riz, ce n'est pas très grave. Et le riz au thaïlandais, pourquoi vous voulez le riz? Achetez juste. Voilà. Vous avez compris, avec la Covid, 15 jours, on peut même avoir son argent, ne pas pouvoir acheter, non? Donc il faut faire autrement. Les politiques économiques refusent chez nous de parler de protectionnisme, qui fait donc qu'il y a des choses absolument aberrantes. Qu'on observe que dans notre pays, il y a des gens qui quittent leur pays, qui viennent des pays surdéveloppés et qui viennent prendre des contrats pour donner à manger dans le secteur minier. Parce qu'on ne sait pas faire à manger à Ouagadougou, vous savez. Parce que c'est très compliqué les mines. Parce que le secteur privé local n'est pas aux normes. Vous savez, dans les djandioba, les grands mariages, c'est que nos mamans faisaient. Et ces politiques économiques qui ont donné notre destin à l'investisseur étranger ont bloqué les perspectives de développement. Ces politiques économiques, même quand elles sont sincères, oublient une chose. Tous les pays, à leur initialisation, à quelques exceptions près, au début de leur développement, étaient protectionnistes. Le libéralisme, c'est une conversion opportuniste, comme l'a dit Ajung Chang, l'économiste sud-coréen qui est à Cambridge University. En d'autres termes, c'est quand les pays sont développés, qui sont assez puissants, qui disent maintenant ouvrez les frontières. C'est quand même pas bien de fermer les frontières entre nous. Il faut qu'on fasse la concurrence. Elle va faire baisser les prix partout, s'il vous plaît, monsieur. Mais, au début, elles interdisent tout. Que nous disent les succès africains du Botswana? Que l'État est indispensable. Le succès de l'Éthiopie aujourd'hui, en Éthiopie, il semble que ça a changé depuis quelques trimestres. En Éthiopie, pendant longtemps, vous ne pouviez pas créer une banque en Éthiopie si vous n'êtes pas éthiopien. Vous ne pouviez pas créer une institution de télécommunication si vous n'êtes pas éthiopien. L'Éthiopie n'a pas signé pendant très longtemps les accords de l'OMC. Vous connaissez Éthiopian, non? C'est en dessous d'ailleurs Burkina, n'est-ce pas? C'est pour vous expliquer que ce sont des politiques économiques adéquates qui ne sortent pas d'un laboratoire d'universitaire de Washington ou d'où je ne sais, mais qui sortent des tripes d'un peuple lui-même. Il n'y a aucun prix Nobel d'économie qui peut dire que lui a développé un pays. Ça n'existe pas. Tous les pays qui se sont développés en comptant sur leurs experts locaux. Pas des experts optiques qui n'écoutent pas les autres, mais c'était les experts locaux qui étaient au devant de la chose. Comme ça se passe aujourd'hui en Éthiopie. Les succès de l'Asie et même de l'Occident nous enseignent qu'en réalité, ce sont les politiques économiques qui sont en cause. Il y a 2 siècles en arrière, la moitié des Français ne savaient pas écrire français. Ce sont les politiques économiques qui ont corrigé cela. La Chine, même chose. La Chine a connu des famines épouvantables, plus épouvantables que les famines de 1973 en Afrique ici, au Sahel. Mais il nous a envoyé un cargo avec quelques jouets pendant la pandémie, n'est-ce pas?
Ils ne sont plus dans notre situation. Ce sont les politiques économiques qui sont bonnes ou qui sont mauvaises. Et ces politiques économiques peuvent être fondées sur des ruptures structurelles. Qu'est-ce que j'appelle une rupture structurelle? C'est-à-dire sur des inversions du cours de l'histoire, comme l'a fait le Rwanda, y compris contre des phénomènes historiques majeurs. En 1994, qui aurait pu imaginer que le Rwanda serait envié par le Burkina Faso 25 ans après? Qui? Mais je ne suis pas sûr que si on distribue la nationalité rwandaise dehors, la salle va rester pleine. Hein? Ils ont connu près d'1 million de morts en 3 mois. Ils se sont hachés par des machettes. Un drame ignoble, horrible. Ils se sont retrouvés, ils sont en train d'avancer. Tout n'y est pas rose. Mais cette capacité à rompre avec une tendance, un événement majeur, c'est ça le génie humain. C'est ce génie humain qui doit être à l'œuvre ici. Et pour parler de ce génie humain, bon, je n'ai pas le temps de donner cet exemple, je vais le donner dans la discussion tout à l'heure. Maintenant, vous me dire, ok, pourquoi nous n'arrivons pas à faire la rupture structurelle? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire de bonnes politiques économiques? C'est là que j'avance ma théorie des minorités historiques. Que dit-elle? Pour moi, un peuple voit son destin changer en bien ou en mal par une partie de l'élite. Ce sont des minorités qui changent le destin des peuples. Ces minorités, ce n'est pas un brave, comme vous voyez à la télévision, qui tue tout le monde, qui venge tout le monde. C'est quelques acteurs clés qui se mettent en alliance stratégique pour changer le destin de leur pays. C'est comme cela que ça s'est passé en Corée du Sud avec le président Park. C'est comme ça que ça se passe au Rwanda avec qui, vous savez. Il n'est pas seul, hein? Il y a des super belles personnes derrière lui, y compris de jeunes femmes très dynamiques qui jouent leur job de leadership dans le pays. Ce sont des minorités historiques. C'est ce qui est en cours dans notre pays, sous Sankara. Les minorités historiques sont en mesure de changer quasiment tout, même la culture, même les institutions. Ce sont des minorités historiques qui ont décidé que la parenté à plaisanterie va exister en Afrique. Ce n'est pas tout le peuple qui a décidé un jour, non. Les minorités historiques, ce n'est pas seulement le président de la République. Souvent, du reste, ce n'est pas le président de la République. Ce ne sont pas le président de la République. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair que ce n'est pas ça dans notre pays. Les minorités historiques, ce ne sont pas des individus isolés, ce sont des acteurs clés en alliance. C'est Sundiata et Touramanga et Fakoli Kumba. Donc, Sundiata et ses coalisés. Ce sont eux les minorités historiques. Quand Sundiata faisait la bagarre contre Soumoro Kanté, une délégation est partie de Bobo Dioulasso, d'archers de Bobo, pour aller aider Sundiata. C'était des minorités historiques. Pour débarrasser le Mandé suivant le mot du griot, de la dictature de Soumoro Kanté. Les minorités historiques, c'est Mouamadou Bello. Je parie que ça ne dit pas grand-chose à quelqu'un. C'était un immense génie de l'économie ouest-africaine au début du 19e siècle. Vous connaissez peut-être Ousmane Danfodio. Ousmane Danfodio, dans l'actuel Nigeria, a créé le califat de Sokoto. Ce qu'on ne nous a pas dit, qui est une superbe histoire, c'est que son fils, Mohamed Bello, quand il reprend sa succession, je pense en 1804, je ne suis pas très sûr de la date, organise un développement économique époustouflant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des conditions pour la nouvelle élite. Il a mis en réseau les tisserands du califat de Sokoto. Le califat de Sokoto, c'était Nigeria, Kano et tout, et ça revenait jusqu'ici, hein, jusqu'à Dori. Et ils ont créé de vrais marchés, des marchés sous-régionaux. Ils ont créé des proto-industries, en d'autres termes, ce qui était quasiment des industries textiles. Vous pouvez encore voir en Kano de très grands fûts de teinture du textile de Kano. Ils ont créé des villes spécialisées dans le textile. C'était les industries africaines qui étaient en marche. C'était un Africain. Avec des routes très larges,
des routes très longues qui liaient les différentes villes du califat. Je commence à être long. Les minorités historiques, ce sont des créateurs de nations, comme Sundiata Keita, je l'ai dit, comme Samori. Un immense monsieur, mais il n'est pas seul. Samori, c'est Keme Bourama. C'est son conseiller et son grand ami. Je suis convaincu que Saluka connaît le nom. Je le trouverai tout à l'heure. Les minorités historiques, c'est ceux qui ont créé les langues. Les langues, ce n'est pas ton édition, c'est les gens qui ont créé. C'est cela les minorités historiques. La parenté à plaisanterie, ce sont les minorités historiques. En d'autres termes, notre condition est expliquée par la défaillance de nos minorités historiques qui soit ne se connaissent pas. C'est pour ça qu'on a fait l'Université de la jeunesse, pour qu'elles se connaissent. Dans une double mesure, qu'elles se connaissent individuellement, qu'elles se découvrent minorités historiques, mais aussi qu'elles se connaissent entre elles, pour entrer en interaction, pour soulever les corps socio-africains et les changer. Mais c'est aussi les minorités historiques qui ont confié le cerveau de l'Afrique à l'extérieur. C'est ça notre discussion, c'est ça notre problème. Ce n'est pas l'extérieur qui est en cause, c'est parce que nous avons confié notre cerveau à l'extérieur. C'est cela mon explication de la crise de l'humanité en Afrique. Maintenant, que faire? Parce qu'il y a encore sur Facebook, il y a quelqu'un qui a dit que c'est comme ça les bavardages d'universitaires, ils vont parler, on va apprendre beaucoup de choses, mais on ne saura jamais quoi faire. Que faire? Il faut commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que le commencement? L'histoire. Il faut retrouver la conscience historique. Je suis convaincu d'une chose. Rien, absolument rien de définitif ne peut arriver à un peuple qui connaît bien son histoire. Aucune chose de définitive ne peut arriver à un peuple qui connaît son histoire. Rien. Mais pas seulement qui connaît son histoire, mais qui connaît son histoire, aussi l'histoire du monde. On peut le malmener, ce peuple. Il peut connaître l'adversité. La conscience historique du fait qu'il a traversé des épreuves, qu'il est tombé, qu'il s'est redressé, qu'il a fait de grandes choses, mais pas seulement de grandes choses, sustente un peuple, nourrit un peuple, et le tient et le rend puissant. Il ne s'agit pas d'enjoliver notre histoire, non, j'en parlais encore aux jeunes ce matin. On n'en a pas besoin. Il s'agit de la connaître en toute vérité pour nous retrouver. Ça peut vous paraître bizarre qu'un économiste parle de l'histoire, mais c'est comme ça. Parce que l'histoire de l'économie est fondamentale. Mamadou Bello, c'est de l'histoire, mais c'est aussi de l'économie. Et il doit inspirer des économistes, y compris des faiseurs de programmes politiques aujourd'hui. Mais hélas, il est peu connu. Regardez, qu'est-ce qui vous arrive, comme le dit Kizerbo, quand vous n'avez plus de mémoire? Vous n'existez plus. Quand vous n'avez plus de mémoire, vous ne savez pas qui est votre père, vous ne savez rien. La mémoire est décisive. C'est l'histoire. Ce n'est pas juste connaître les faits pour dire 1950 c'est quoi, 1954 c'est pas quoi. Non, c'est de comprendre les dynamiques de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est opéré dans l'histoire? Pourquoi est-ce que nous avons franchi les étapes historiques qui ont été les nôtres? Il faut donc partir de la conscience historique pour apprendre du monde, pour nous connaître, y compris au plan de l'économie, pour éviter les bonimenteurs. Je vais donner une illustration pratique de la force de la connaissance de l'histoire. Vous connaissez les éléphants blancs. Les éléphants blancs, c'est ces constructions, par exemple, d'usines que les Africains ont fait après les indépendances dans les années 60-70. Ils sont allés acheter des usines clés en main, des grosses usines pour dire, nous aussi on est développés maintenant, on est indépendants maintenant, on va avoir nos grandes usines. Et bien sûr, ça a fait faillite. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a eu des précédents. Quand le colonisateur portugais est arrivé en Afrique centrale, il a amené des technologies de tissage textile. Et quand il a amené ces technologies surdimensionnées, les ouvriers de cette partie de l'Afrique centrale n'ont pas adopté, n'ont pas accepté les technologies
portugaises. Ils sont restés sur leurs anciennes technologies. Et il y a un grand débat historique qui, à mon sens, a été clôturé en 1991 par un super papier d'un économiste américain qui s'appelle Thurston, qui est de savoir pourquoi est-ce que les Africains n'ont pas adopté les industries amenées par les Portugais. Tout le monde a dit, mais c'est parce qu'ils aiment la nature, ils n'aiment pas la technologie. C'est parce qu'ils sont technophobes. C'est parce que. Le résultat est très simple. C'est parce qu'ils étaient plus performants que la technologie portugaise. Ils étaient plus productifs. Donc, ils n'étaient pas dans une admiration sans borne de la technologie importée. Ils ne voulaient pas simplement jeter ce qu'ils avaient pour épouser la technologie importée pour plusieurs raisons. Mais une que je vais mentionner, c'est qu'ils n'avaient pas l'écosystème pour entretenir ces machines. Ils ne voulaient pas entrer en dépendance. Ils n'ont donc pas fait. Si nous avions appris cette leçon d'histoire économique, nous aurions compris que les éléphants blancs allaient être des faillites. Il faut que les minorités historiques donc se mettent en branle. Qui sont ces minorités historiques? Ce sont des intellectuels. Ce sont des fonctionnaires. On a coutume de dire que la fonction publique, c'est les moins bons qui doivent aller là-bas, les plus bons doivent aller faire les affaires. C'est une vision néolibérale qui est très dangereuse. Vous êtes quel pays? Vous ne voulez pas avoir d'agents des impôts honnêtes. Vous ne voulez pas avoir de douaniers honnêtes. Vous ne voulez pas avoir de médecins de santé publique honnêtes. Et vous allez vous en sortir comment? On a besoin de nous partout. Les minorités historiques doivent être partout. Elles doivent faire des alliances stratégiques. Je vous rappelle, Sundiata n'a pas gagné seul. C'était une alliance transethnique très puissante qui a porté Sundiata au pouvoir. Même la reconstruction de la Haute-Volta, c'était des alliances très importantes qui ont reconstruit la Haute-Volta. Donc, il faut que ces minorités historiques se retrouvent pour changer le destin de ces pays en ne comptant que sur elles-mêmes d'abord, sur les peuples d'abord. Pas en étant fermés, mais en étant ouverts sur les autres. On peut me poser une question, quelle est la bonne frontière? Je répondrai juste par ceci, qui est une phrase d'une publication que j'ai faite dans un livre en 2005, où je dis que le panafricanisme, pour moi, c'est la rencontre des différences pour la fortification de l'ensemble. C'est cela qu'on va faire. Partout où nos différences se rencontrent et ne se fortifient pas, il faut revoir les choses. Nos différences doivent nous permettre de nous fortifier. J'ai été très long, je vais prendre 3 minutes pour finir avec un exemple concret. Comment on peut s'en sortir? Je vais donner un exemple très concret, de sorte que si ça vous intéresse, demain matin, on peut commencer à travailler là-dessus pour changer notre pays. Il y a une très belle histoire qui est en cours dans notre pays, qui a commencé en 2015. En 2015, quelques acteurs de la société civile ont estimé que le code minier de 2003 était un très mauvais code minier qui taillait la part d'elle à l'investisseur étranger au détriment du Burkina Faso. Et nous nous sommes battus ensemble, on a changé la loi et on a mis dans la loi qu'au Burkina Faso, 1% du chiffre d'affaires de sa société minière industrielle doit aller dans un fonds pour financer l'investissement local. Eh bien, ça fait quelques semaines, ça fait quelques mois, que ce fonds a commencé à être opérationnalisé avec des problèmes, c'est vrai, mais une commune comme Houndé a reçu plus de 900 millions cette année de ce fonds. C'est le travail qui a été fait après l'insurrection populaire. Il y a même une commune de sauvages à l'est, là, qui s'appelle Tartagabia Bon-Elafo-Omenga. Une petite commune dont personne ne connaît, ils ont reçu 1,3 milliard. Que vont-ils faire de ça, tous ces messieurs-là? Donc, on va faire un compte dans une banque à Ouayouguia, on va gérer pour eux. Sinon, vous voyez, ils sont sous-développés, ils ne pourront pas s'en sortir. On va mettre l'expertise technique de Ouayouguia. Ce que je veux dire, aujourd'hui, il nous faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on fasse 3 choses pour changer le pays avec l'or. L'or, les coûts seront toujours très bons. L'or est très rentable. Très, très rentable avec les cours. À 1200, l'or est très rentable. Le cours est aujourd'hui à 1800. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on décide que dans notre pays,
on va faire une politique transparente et rigoureuse pour confier des titres miniers aux nationaux burkinabés qui vont faire les mines à 200%. Bien sûr, il faut faire très attention à ce que ce ne soit pas le gendre 2, l'ami 2, la copine 2. Le professeur Rebriga est là pour nous aider à surveiller ça. Mais il faut le faire en créant des sociétés d'économie mixte, qui fait par exemple que si une ville, une commune a de l'or, que l'investisseur local à qui le Burkina a dédié le mine, aux locaux, puisse ouvrir son capital à la collectivité territoriale, à la mairie de cette commune, au conseil régional de cette localité, qui va être actionnaire, peut-être au tiers. Première chose. Il faut que l'État lui-même crée des mines dans lesquelles il est en partie actionnaire. Mais si on dit, oh, l'affaire est compliquée, c'est du nucléaire. C'est la même chose qu'ils nous ont dit en 2015. Aujourd'hui, personne ne discute le fonds de développement minier. Ce n'est pas pour dire que c'est simple, mais le développement lui-même n'est pas simple. Hein? Très bien. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Nous pouvons prendre les recettes de l'or pour créer de nouvelles forêts dans notre pays. On peut le faire. Nous pouvons prendre les recettes de l'or pour créer un fonds d'investissement dans l'électricité, comme on l'a proposé depuis 2015 à l'Institut Free Afrique. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai été long. Je me résume en disant ceci. La condition de l'humanité est très difficile sur le continent. Nous venons de loin. Je crois vraiment que nous sommes un très beau peuple, les peuples d'Afrique, le peuple burkinabé. Je crois que si nous quittons le méga mensonge du développement pensé par d'autres pour nous, je crois que si nous arrêtons de mettre nos problèmes sur la tête des autres, je crois que si nous regardons en face nos problèmes, je crois que si nous avons en notre sein des leaders, pas seulement des politiciens, mais il en faut aussi, des leaders dans tous les secteurs, qui empoignent la dure réalité des contradictions de nos continents, on peut s'en sortir. J'ai envie de dire ceci. Mon petit frère Salouka aurait bien voulu que je termine comme ça, mais je vais changer. Alors, bien nous on dit, je pense que Burkina Tangtot Savo, Afrique Tankou Saï, je le crois profondément. Faisons en sorte que, comme on le dit en Bamana, Maya Kake Sangaye, je ne sais pas expliquer ça en français, en d'autres termes, pour faire une traduction courte, ils sont l'humanité, ils sont l'humain au pinacle dans notre pays. Merci beaucoup.